Un revenant en politique. Philippe de Villiers, que l'on n'avait pas vu sur un plateau de radio ou de télévision depuis des mois et même des années. Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour. Mais pourquoi? Pourquoi aviez-vous disparu de la scène médiatique? Parce que j'ai changé de vie. J'ai eu un gros pépin de santé. Un cancer de l'œil, vous l'avez dit publiquement. Un mélanome de la choroïde. J'étais d'ailleurs très bien soigné à l'Institut Curie par la protonthérapie. Oui. On a des médecins extraordinaires en France, donc je suis guéri. Mais c'est pas pour ça que je reviens. Je reviens pas en politique. Vous dites un revenant, non. Je suis avec vous et je suis ravi de parler avec vous parce que je sors un livre qui s'appelle Le roman de Jeanne d'Arc chez Albin Michel. On va en parler à la fin de Et j'ai changé de vie. Alors, ça mérite une explication. Oui. J'ai toujours pensé que le pouvoir était un service, un sacrifice, et pas une consommation, pas une carrière. Et donc je me disais, ayant créé Le Puy du Fou très jeune, qui est une œuvre de civilisation, qui est une passion pour moi, que j'ai créée bien avant de devenir un homme public, j'ai toujours pensé, je ferai ce que j'ai à faire, je dirai ce que j'ai à dire, et ensuite je partirai. Et donc j'ai été un lanceur d'alerte sur le plan national, mondialisme, l'écologie avec les abeilles, la question de la corruption avec Urbain, j'ai mené des combats, l'islamisme, etc. Toujours trop tôt d'ailleurs pour être vraiment entendu. Et puis sur le plan de la Vendée, la région, j'ai voulu être un gouverneur territorial entrepreneur, donc j'ai créé le Vendée Globe, j'ai fait des réseaux routiers, les Vendéopoles, etc. Et mon but c'était de faire de la Vendée, ce que j'ai réussi, le département où le taux de chômage serait le plus bas de France et où il y aurait le plus de création d'entreprises. Je me comportais comme un entrepreneur. Et à un moment donné, quand j'ai eu ce pépin de santé, ajouté au dégoût de toutes les petites trahisons, enfin, toute la matière première. Mais vous avez le dégoût de la politique aujourd'hui? Oui. Ah oui. C'est quoi la politique? Vous dites que c'est un cloaque. Oui. Si vous me disiez pourquoi vous revenez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, c'est un cloaque. Alors, on peut dire aussi un marécage. Je dirais plutôt en ce moment, l'image qui me vient à l'esprit, c'est une piscine fangeuse, sanguinolente, dans laquelle barbotent et se mangent entre eux des caïmans et des crocodiles. Voilà. Ouais. Et maintenant que je suis, moi, à l'extérieur de ce cercle, ou plutôt de cette société de connivence où tout le monde se connaît, où tout le monde, en fait, partage à peu près le même mode de vie et les mêmes souvenirs des mêmes trahisons, maintenant je suis à l'extérieur, je me dis, mais quel discrédit! Et quelle responsabilité ils portent ces gens-là, tous ces politiciens. Pourquoi? Parce que tout le monde les regarde. Et que du coup, on a tendance à se dire, mais alors, c'est toute forme d'autorité qui est ainsi. Il y a une espèce de contagion, de contamination sur la société entière, sur toute forme d'autorité. Et donc, l'exemple vient d'en haut, et quand dans une société, on a de tels exemples que ceux qu'on a, par exemple, en ce moment, on est servi avec cette bataille de polochon entre un ancien Premier ministre et un secrétaire général de l'Élysée. Qu'est-ce que vous pensez de ça, d'ailleurs, en deux mots, de cette affaire Jouy? On a tous les ingrédients de la société de connivence, c'est-à-dire ils sont copains entre eux, ils sont ennemis pour trahir un autre ami, donc c'est la trahison du plus proche. Il y a un gars un jour qui m'a dit, qui travaillait avec moi, au moment de me trahir, il m'a dit, pour trahir il faut être proche. Ouais. C'est extraordinaire. Vous avez été trahi d'ailleurs localement, voilà, c'est ce que vous avez dit, politiquement, mais Philippe de Villiers, est-ce que Jean-Pierre Jouyet doit démissionner? Alors, je vais vous dire, moi je suis sorti par la grande porte, c'est pas pour rentrer par la cuisine. Par la petite porte. Mais attendez, une chose importante. Alors allez-y. C'est que en fait, pourquoi la question, j'invite les téléspectateurs à s'interroger, comme moi, pourquoi cette situation? Pourquoi? Eh bien, parce que quand il n'y a plus l'obsession du bien commun, il ne reste que les querelles de personnes. Il ne reste que les carrières, il ne reste que les ambitions, il ne reste que les vanités. Et pourquoi il n'y a plus l'obsession du bien commun? Parce qu'ils ont largué la France. Parce que tous ces politiciens, depuis les années, enfin depuis mai 68, il y a eu la grande cassure en mai 68, le principe d'autorité, et Maastricht, le principe de souveraineté.
Ils ont largué la France. Et donc, la politique est devenue un simulacre, Jean-Jacques Bourdin. C'est-à-dire que les hommes politiques font croire qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'ont plus. Et ce sont devenus des commissaires livreurs, des commis-livreurs. Ils livrent ce qui... Les lois qui se décident à Bruxelles, ils livrent la politique monétaire qui se décide à Berlin. Vous votez toujours, Philippe de Villiers. Oui, absolument, je vote toujours. Vous votez toujours? Oui, et vous avez dit... Je vote toujours parce que je suis un citoyen français et je me désole à l'idée qu'on est en train de fabriquer, je pèse mes mots, un petit Français demain qui sera une sorte de consommateur à l'américaine, élevé dans l'hédonisme, le matérialisme, une sorte de petit consommateur asexué, apatride. Apatride, parce qu'on est en train, avec le mariage pour tous, de tuer la filiation biologique à terme, c'est ça qu'on veut d'ailleurs. Attali, des gens comme ça le disent très bien, très fort. Et puis apatride, parce que à partir du moment où il n'y a plus le principe de souveraineté et qu'il n'y a plus la transmission. J'ai fait une conférence sur Jeanne d'Arc samedi dernier devant des jeunes. Ils étaient 400, ils étaient passionnés. Et devant leur attention, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont si attentifs? Je suis allé les voir après. Oui. Et sur 400, il y en avait 10 qui avaient entendu parler de Jeanne d'Arc. 10. Vous vous rendez compte où on en est? C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus, on ne transmet plus rien de notre histoire et on s'étonne après que les Français ne savent plus comment aimer la France. Parlons d'histoire contemporaine, vous dites aussi, j'échange Hollande plus Sarkozy contre Poutine. Oui. D'ailleurs, vous mettez Hollande et Sarkozy dans le même sac? Sarkozy. Sarkozy, pour vous, c'est pareil. Oui, c'est le traité de Lisbonne, c'est la même politique. C'est pareil. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble à Maastricht. Oui. Ils sont d'accord sur l'idée d'une soumission de la France à des autorités extérieures. Philippe de Villiers, échanger Hollande plus Sarkozy contre Poutine, mais pourquoi? Pourquoi cette admiration pour Vladimir Poutine? Pourquoi? Alors, d'abord, il faut que je vous dise comment je l'ai connu. Oui. Bon, parce qu'il n'y avait aucune raison que je rencontre Vladimir Poutine. Non, vous l'avez rencontré en tête-à-tête. Hein. Oui. Le Puy du Fou se développe. Oui. Il est aujourd'hui, je dirais, plus connu encore en Russie, en Chine, aux États-Unis, où je me rends bientôt pour un nouveau prix, puisqu'on est nominé pour le Plus Award. On n'est plus que 3 avec des Chinois. Donc le Puy du Fou est devenu une attraction mondiale. Je dirais une entreprise mondiale. Une entreprise mondiale, Une mondialisation. Avec 3000... C'est la mondialisation. C'est la bonne mondialisation. C'est la bonne. Voilà. C'est quoi la bonne mondialisation? C'est la France qui... C'est un fleuron qui exporte. C'est-à-dire qu'on ne se délocalise pas. Par exemple, nous avons une entreprise en Hollande. Eh bien, c'est salaire français, payé par le Puy du Fou, en Hollande, avec le droit français. C'est-à-dire que nous, on ne délocalise pas, on ne dissocie pas le capital et le travail. Je dis tout de suite au passage que le Puy du Fou, c'est un modèle associatif, à but non lucratif. Moi, je ne touche pas de droit d'auteur sur le Puy du Fou, sur les scénarios. Mais vous êtes payé comme dirigeant? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Le Puy du Fou, c'est un acte d'amour. Moi, je voulais payer une dette morale pour une enfance heureuse. C'est pour ça que je suis venu sur cette petite colline faire le spectacle du Puy du Fou. Et aujourd'hui, il y a 3400 bénévoles. Alors justement... Et 1500 salariés. C'est-à-dire plus 3000 emplois indirects sur place. Donc c'est une entreprise formidable. C'est une entreprise qui s'exporte, qui va s'exporter en Pologne, en Chine, peut-être aux États-Unis, partout. En Russie 2. Alors je vais revenir sur Vladimir Poutine. Un mot sur le Puy du Fou. Je vais y revenir. Un mot sur les intermittents du spectacle, parce qu'il y en a beaucoup au Puy du Fou. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Est-ce qu'il faut revoir leurs indemnités de chômage? Alors, nous, on est très contents de travailler avec les intermittents du spectacle. De manière objective, il est évident qu'il y a 2 types de chômeurs en France. Oui. Il y a les chômeurs lambda et puis il y a les intermittents du spectacle. Il faudrait revoir leur régime, bien sûr, qui est un régime... Avantageux? Trop avantageux au regard des autres. C'est une question de justice et d'égalité. Bon, Poutine. Donc vous rencontrez Poutine parce que vous voulez installer un Puy du Fou en Crimée. C'est signé, hein? Alors, comment ça s'est passé? En fait... Très vite, parce qu'il est déjà 45. Oui. C'est Alexandre Solzhenitsyn qui m'a mis l'idée dans la tête, disant vous devriez venir en Russie. Bon, et un jour, des amis russes me font signe et me disent voilà, on voudrait créer des parcs à la Puy du Fou, c'est-à-dire des parcs non pas mondialisés
aseptisé, déraciné, mais au contraire enraciné, parc historique, voilà. Oui. Et donc, j'ai dit banco, et quand le président Poutine a su que je venais pour signer les conventions avec nos amis russes, il a tenu à me recevoir dans une période qui était la période des sanctions. Et là, j'ai eu un entretien qui m'a marqué, avec un homme d'État, et je vais vous dire pourquoi j'aime Poutine. Je le regarde comme un patriote et un chef d'État qui défend le bien commun de son pays. C'est-à-dire, il défend... Mais peut-être au détriment du bien commun de ses voisins. Non, pas du tout. Pas du tout, parce Ukrainiens ou autres. Non, alors, oui. Allons-y. Parlons de l'Ukraine. Oui. En fait, qu'est-ce que veut Vladimir Poutine? Il voudrait une fédéralisation de l'Ukraine, parce que l'Ukraine est composée de deux morceaux. Un morceau polono-lituanien qui regarde vers l'Europe, certes, et un morceau russe, russophone, russophile, oui. qui regarde vers la Russie, qui a été donné d'ailleurs à l'Ukraine par Lénine en 1924. Quant à la Crimée, elle est russe, elle est culturellement russe, elle est affectivement russe, elle est historiquement russe, puisque le baptême de Vladimir s'est déroulé à Chersonèse, donc au cœur de la Crimée. Est-ce que vous comprenez que des chars de l'artillerie lourde russe interviennent dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk? C'est faux. Comment c'est faux? Non, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est faux. Mais pourquoi dites-vous c'est faux? C'est faux. Ça a été reconnu hier par le département d'État. Oui. Ça, c'est la propagande américaine, Jean-Jacques Bourdin. De même que, vous vous souvenez, c'était l'avion... Pardon, mais je connais des journalistes qui étaient sur place et qui ont vu des Russes, et qui ont vu de l'armement russe, qui ont vu du matériel russe venu de Russie. Mais non, il y a du matériel, c'est du matériel ukrainien. De même, vous vous souvenez cet été, tous les médias ont dit, il y a un avion qui a explosé, vous vous souvenez? Oui. Eh bien, hier, le Premier ministre de l'Australie, M. Abbott, et Vladimir Poutine, ensemble, ont demandé à ce qu'il y ait une enquête, enfin une enquête. Pourquoi? Parce que si vraiment ça avait été les rebelles russes, comme on les appelle, de l'Ukraine, qui avaient fait sauter l'avion, croyez-moi, on le saurait depuis longtemps. Et donc, en fait, là, j'insiste sur un point qui est capital. Pour moi, on est devant une inversion historique. Ce que je veux dire peut choquer parce que je suis un peu en avance. Allez-y. Je pense que l'histoire de l'Europe ne doit plus s'écrire sur le continent américain. C'est-à-dire que la France doit quitter l'OTAN? Non, ça veut dire que la France doit quitter l'OTAN, bien sûr, parce que l'OTAN est une organisation militaire qui a été créée à l'époque où il y avait le bloc soviétique. Mais maintenant, ce ne sont plus nos ennemis, les Russes. Le bloc soviétique, il a disparu. Donc est-ce qu'on doit s'allier militairement à la Russie? Et donc on doit s'allier militairement avec personne. La France, elle a son indépendance. Revenons au temps où De Gaulle disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Mais avant la chute du mur de Berlin, il y avait un monde libre et un monde soumis. Le monde libre, c'était l'Amérique, l'OTAN, l'Europe. Et le monde soumis, c'était le bloc soviétique. Mais maintenant, je dirais c'est l'inverse. Il y a un monde qui est soumis à la puissance américaine tous les jours. Je vais vous faire une confidence qui est un scoop. Tous les jours, l'ambassadeur de France et ses services aux États-Unis reçoit un coup de téléphone du département d'État pour arrêter les ventes de Mistral. Pour arrêter la livraison. Donc ça veut dire qu'on obéit... La France doit livrer? Ça veut dire qu'on... Comment? La France doit livrer? Bien sûr. Elle doit respecter sa parole. Elle doit respecter sa signature. Premier bateau, le Vladivostok, qui devait être livré le 14 novembre, c'est-à-dire dans 2 jours. La France doit le livrer. Elle doit le livrer pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a signé un contrat. Apparemment, il y a eu des paiements. Donc, quand on est dans la vie internationale, c'est comme quand on fait un contrat avec son voisin. On tient sa parole. Et la deuxième, donc avec les Russes, comme avec tout le monde. Mais la deuxième raison, c'est que tous les autres nous regardent. Vous savez que l'Inde, la Chine, tous les grands pays regardent la France et se disent « Oh là là, on ne va pas traiter avec ces gens-là, ils ne respectent pas leur parole. » Donc c'est contraire à tous les principes de la civilisation. On respecte la parole donnée. On respecte la parole donnée. Bien, 4000 morts quand même dans l'est de l'Ukraine. Plus de 4000 morts dans l'est de l'Ukraine. Des 2 côtés. Oui, des 2 côtés. Attendez, puisque vous insistez, alors au fond des choses. Qui a commencé, au fond des choses. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Maïdan? Il y avait un président élu démocratiquement, qui n'était pas, je vous le concède, de grande valeur, qui s'appelait Yanukovych. Il a été blackboulé par un putsch.
Et qui était derrière le putsch? Je vois que vous connaissez bien la question. Il y avait des bandes pro-nazis, proches de l'Allemagne nazie, avec des drapeaux nazis, des partis pro-nazis. Vous savez que des ultranationalistes, il y en a dans les deux camps. D'accord, mais c'est eux. Qui a commencé? C'est l'Amérique, pendant les Jeux Olympiques où Poutine était occupé, qui a fait un coup d'État et qui a déclenché la rébellion russe. Et pourquoi? Attendez, très important. Pourquoi? Parce que le Radar, qui est le Parlement de Kiev, a pris une décision qui a mis le feu aux poudres. Le Parlement de Kiev a interdit la langue maternelle à tous les Russes de Donetsk, de Crimée d'ailleurs. Et ça, quand ils ont fait ça, ils ont déclenché la révolte. Alors, le roman de Jeanne d'Arc, vous dites la leçon de Jeanne d'Arc, ne jamais désespérer. Oui. Hein, ça commence, Jeanne d'Arc est dans sa cellule, hein, et là, finalement, on revit toute sa vie parce qu'elle a le droit de se confesser, c'est cela? Oui. C'est-à-dire qu'au matin du 30 mai 1431, alors qu'elle est condamnée à mort, condamnée au bûcher, elle voit arriver un dominicain dans sa cellule qui lui dit « J'ai obtenu le droit de vous apporter l'hostie ». Et elle demande à se confesser, il la confesse, et en réalité, ce que je raconte, c'est toute la confession de Jeanne d'Arc, en fait, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Et j'ai voulu écrire ce livre à la première personne pour lui rendre son humanité, pour lui rendre la vérité de ses émois, de ses éblouissements, de ses désarrois, parce que depuis trop longtemps, on la regarde comme séraphique, accrochée aux tentures sacrées, comme une sainte dans le milieu. Marine Le Pen, le Front National en a fait son idole. Attendez, Jean-Luc Bourdin, vous êtes trop cultivé. Je vois d'ailleurs, ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire, mais vous savez qui a utilisé son image? Utiliser son image ou pas? Est-ce que le Front National a utilisé son image? Comme tant d'autres. Marine Le Pen, il y a une différence entre Marine Le Pen et Jeanne d'Arc, c'est les voix. Il y en a une qui a les voix du ciel et l'autre les voix des urnes, mais c'est plutôt une Marianne de la colère. Vous êtes proche de Marine Le Pen? Non. Non, pourquoi? Non, Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans son programme ou chez elle? Attendez, je vous ai dit, je reviens pas dans la cuisine. Bon, d'accord. Donc, j'ai pas envie de distribuer les bons points. Je suis pas là pour faire la distribution des dragées à la sortie de la messe. Voilà. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que avec tout ce qui se passe en ce moment, il ne faut pas s'étonner que nous soyons à la veille d'un tremblement de terre. Voilà. Parce que précisément... C'est-à-dire, c'est quoi le tremblement de terre? Le tremblement de terre, c'est parce que les Français qui nous écoutent, qui nous regardent, ils sentent bien que les hommes politiques ont largué la France. Ils l'ont largué, je dirais, dans les deux dimensions. Comme une nation indépendante. Donc on a peur, on a une peur panique. Vous savez, une nation, c'est des contours et des compteurs. Quand une nation n'a plus de frontières et qu'elle ne rêve plus, c'est-à-dire qu'elle ne rêve plus de sa propre histoire, alors à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des djihadistes, des jeunes de banlieue qui deviennent des djihadistes et qui se battent pour une autre cause que pour la France. Et c'est très grave, parce qu'il y a une espèce de peur, de crispation qui évidemment va mener à des aventures absolument inattendues. Cette classe politique est morte. Cette classe politique est morte. Elle a voulu enterrer la France. Bien, c'est la leçon de Jeanne d'Arc, justement, de cette France qui est forte, de cette France qui est fière, qui brandit son étendard, c'est ça? Non, alors un mot, on va terminer sur Jeanne d'Arc. La leçon de Jeanne d'Arc, c'est quand tout est désespéré, il ne faut jamais désespérer. C'est le livre. C'est le livre. C'est le livre. Un mot quand même sur la polémique. J'ai vu la polémique autour de Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez vu ça? Non. Autour de Jeanne d'Arc, non. Certains ont dit je ne comprends pas. On ne comprend pas qu'une musulmane puisse célébrer Jeanne d'Arc. J'ai vu que des catholiques se sont déchaînés sur Internet, d'origine marocaine. Alors, ça vous a choqué, ça, ou pas? Je ne suis pas au courant. Donc, pas au courant. C'était au mois de mai 2013. D'accord, mais vous voyez, je suis pris du recul. En revanche, vous savez, l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est en fait au 19e siècle, en travaillant sur la vie de Jeanne, j'ai découvert ça. Ce sont 4 historiens qui étaient d'ailleurs agnostiques, incroyants. Vous êtes agnostique aujourd'hui? Non. Vous êtes toujours croyant? Oui, je suis croyant. Et non seulement je suis croyant, mais je pense que on a du mal à comprendre Jeanne d'Arc aujourd'hui parce que on a perdu cette idée de l'invisible dans le visible. Jeanne d'Arc, c'est le plus pur chef-d'œuvre que le génie allégorique
français est déposé dans notre littérature et c'est le plus formidable trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre le ciel et la terre. Si vous êtes croyant, c'est aussi parce que ça vous a permis de faire face à ce qui vous est arrivé sur le plan personnel dans votre famille? Si vous voulez faire allusion à ce drame drame que vous avez vécu, je ne vais pas entrer dans les détails. Non. Alors, moi, je vais simplement vous répondre ceci. Vous vous rendez compte, on a les médias, la justice, ont cloué au pilori une famille, et puis, quand la justice a dit mais non, il n'y a rien, il y a eu 2 lignes. 2 lignes, même pas 2 lignes, rien du tout. Et c'est aussi pour ça que la politique m'inspire du dégoût, parce que tout est permis. L'instrumentalisation de la justice médiatique, qui condamne plus vite que la justice judiciaire, et l'impossibilité de trouver réparation. Et à partir du moment où la politique devient un marécage fangeux, Clemenceau nous avait prévenu, la politique c'est des rats dans un égout. Les gens qui ont un peu de cœur, un peu de passion de la France et un peu de sens de ce qui est vrai, honnête et juste s'en vont. Et le fait que quelqu'un comme moi soit parti, j'avais ma personnalité, j'étais une marque, le fait que je sois parti, et comme d'autres peut-être demain, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de pourri au Royaume de France. Merci Philippe de Villiers d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Le roman de Jeanne d'Arc, c'est chez Albin Michel. Merci. Il est 8h58.